Bonjour à tous. Bonjour, docteur Traoré Ahmed. Bonjour à tous les participants à ce webinaire sur la suite de parcours des cohortes 1 et 2. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Paul Ngoran. Je suis chef de projet et programme d'appui à la productivité à l'agence Côte d'Ivoire PME. Le but de notre rencontre ce matin, le contexte, c'est que l'agence Côte d'Ivoire, avec son partenaire, la coopération allemande, la GIZ, ont pu mettre en place un programme qu'on appelle le programme d'appui à la productivité, qui est un programme qui a pour cible 700 PME ivoiriennes pour l'amélioration de 1200 emplois et la création de 1050 emplois. Et donc, il a commencé le 1er octobre 2019 et il prend fin le 30 septembre 2021. Et pour ce programme, donc, nous avons recruté, nous sommes à la 3e cohorte présentement, et donc nous avons recruté 2 premières cohortes, la cohorte 1 et 2. La cohorte 1, pour la cohorte 1, il s'agit de PME, c'est-à-dire d'entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 30 millions, que nous avons accompagné à une forme de structuration par un diagnostic d'entreprise et à la fourniture de plans de redressement. Et aussi de 50 micro-entreprises ou très petites entreprises que nous avons également accompagné à l'accélération et à une forme d'incubation express. Et nous sommes passés donc à une deuxième phase, après ça, à une deuxième cohorte, on va appeler la cohorte 2, qui concernait 350 PME ivoiriennes. Donc 200 petites et moyennes entreprises, chiffre d'affaires supérieur à 30 millions, et 150 micro-entreprises. Les 150 micro-entreprises, donc, on les a appuyées à la structuration parce que la crise sanitaire étant arrivée, nous avons constaté que pour la soumission au FSPME, beaucoup d'entreprises avaient des difficultés parce qu'elles n'étaient pas structurées, surtout sur les fonctions financières et comptables. Nous avons donc essayé d'y apporter des solutions par une structuration. Aussi, les 200 PME, dans leur cas, ça concernait un appui à l'amélioration de l'accès au financement et aussi à la maturité digitale. Là, aujourd'hui, nous sommes à la 3e cohorte, dont nous avons fait le diagnostic à travers le cabinet. Et nous sommes aujourd'hui à une phase de mise en œuvre et d'implémentation d'outils de gestion au sein de ces petites et moyennes entreprises. Mais pour ce matin spécifiquement, il s'agit des bénéficiaires des cohortes 1 et 2 du programme d'appui à la productivité. Et dans le but toujours, donc, conformément aux indicateurs principaux du projet que sont l'amélioration des emplois et la création de nouveaux emplois, nous avons donc initié des webinaires qui ont commencé avec 2 consultants, dont l'un est là aujourd'hui, Dr Ahmed Traoré, pour les axes de gestion des ressources humaines et gestion financière et comptable. Et ce matin, nous sommes avec le spécialiste, Dr Traoré Ahmed. Il est docteur en relations industrielles, il est consultant en organisation et capital humain. Et donc, le thème qu'il va traiter ce matin, c'est organisation d'une entreprise et dotation en personnel. On va donc échanger, il va faire sa présentation et après quoi, avec l'aide de la communication, nous pourrons échanger par des questions et des réponses. Et donc, avant de commencer, je voudrais, donc, au nom de monsieur le directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, M. Bamba Salimou, dire merci à Dr Traoré, notre consultant, et également merci à tous les chefs d'entreprise et employés qui sont connectés pour suivre cette session de formation. Dr Traoré, je vais vous passer la parole afin que vous puissiez faire le déroulé de cette session. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Ngoran. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc, comme M. Ngoran l'a dit, on se retrouve ce matin pour échanger sur la thématique de l'organisation d'une entreprise et notamment tant par dotation en personnel, tout ce qui est lié au processus de recrutement dans le cadre d'une PME. Et donc, comme il a dit, je suis Ahmed Traoré, je suis consultant en organisation et capital humain.
J'ai plus de 15 années d'expérience en tant que directeur des ressources humaines, essentiellement dans le secteur bancaire, dans le secteur des télécoms, avec une expérience également en enseignement dans les universités canadiennes. Et donc aujourd'hui, cette thématique-là va me permettre essentiellement, on va dire, de pouvoir échanger avec vous parce que vous êtes avant tout des chefs d'entreprise, vous êtes des PME. Et donc, il va sans dire que vous avez déjà une expérience en matière de gestion, vous avez une expérience en matière d'organisation de vos différentes structures. Et l'idée aujourd'hui, c'est de voir avec vous, est-ce que vous avez les outils ou alors vous avez l'organisation nécessaire pour rendre beaucoup plus performante votre organisation. Donc, le plus important pour moi aujourd'hui, ce n'est pas l'aspect théorique, mais c'est de voir avec vous, lorsque je vais finir ma présentation, si vos organisations ou alors si vos méthodologies en termes de fiches de poste, de manière de procédure sont adaptées à votre modèle d'affaires, à votre business. Donc, sans plus tarder, parce qu'on a quelques minutes de retard, on va déjà commencer. Donc, l'objectif de cette session, ça va être essentiellement, donnez-moi juste un instant, je vais, voilà. Donc, l'objectif de cette session, ça va être de comprendre l'organisation standard d'une entreprise. Donc, comment est-ce qu'on l'adapte à une PME en fonction d'un modèle d'affaires, de réfléchir, comme je dis, à l'adéquation organisation au modèle d'affaires, de partir de l'organisation à la définition des fiches de poste de votre PME, de voir quelle est la démarche pour concevoir les procédures, parce que les procédures sont le socle, sont le nerf en fait de fonctionnement de votre organisation, et puis comment est-ce qu'il faut adapter le mode de recrutement dans les PME. Et donc, le plan de cette présentation-là, ça va être, on va dire, en 3 points essentiellement. Donc, on parlera de l'organisation standard d'une entreprise. Ensuite, on parlera de l'élaboration des fiches de poste et des manières de procédure. Et puis, enfin, on abordera la question relative au mode de recrutement du personnel dans les PME. En ce qui concerne le premier point, qui est l'organisation standard d'une entreprise, on va aborder 3 sous-points. Donc, le concept d'organisation en lui-même. Ensuite, les différents types d'organisations et puis quelles sont les fonctions essentielles qu'on devrait trouver dans toutes les organisations. Donc, qu'est-ce qu'on entend ici par, on va dire, qu'est-ce qu'on entend ici par organisation? Il faut entendre ici par organisation toute combinaison de moyens que l'entreprise met en place en vue de réaliser la stratégie de la direction à moyen et à long terme. Donc, l'organisation d'entreprise, en fait, est spécifique à chaque société, elle est spécifique à chaque PME. Donc, l'idée première à retenir ici, c'est qu'il n'y a pas d'organisation standard. L'organisation d'une entreprise dépend à la fois de sa vision, dépend à la fois de son secteur d'activité, mais dépend surtout de la stratégie de la direction que vous voudrez justement implémenter à moyen ou à long terme. Elle est aboutie justement lorsqu'on met en place une organisation avec une charte graphique, c'est d'aboutir au développement d'un ensemble de règles, de procédures évolutives qui combinent à la fois les ressources humaines, les ressources financières et les ressources en termes de matériel. Donc, l'organisation, on va dire, pour revenir là-dessus, en termes de définition du concept, c'est la combinaison de toutes les ressources de l'organisation en vue de réaliser la stratégie de la direction à moyen ou à long terme. Et on retrouve différents types d'organisations. Donc, cette typologie d'organisation nous amène, on va dire, à 5 types d'organisations différentes. On a ce qu'on appelle des organisations personnalisées. Donc, on dira centralisées. On va revenir sur le détail tout à l'heure. On a les organisations de type bureautique. On a les organisations de type pyramidal. On a des organisations de type dual. Et puis, on a des, ou matricielles encore, vous avez dû entendre cela. Et puis, on a des organisations de type cellulaire. Donc, dans le détail, à quoi est-ce que cela renvoie? Lorsqu'on parle, par exemple, d'organisation personnalisée, ici, on veut juste dire que l'autorité est concentrée dans les mains d'une seule personne, ce qui est le cas la plupart du temps dans les PME, où c'est le promoteur qui est la personne autour de laquelle tourne toute l'activité, toutes les prises de décision. Donc, les autres membres de l'organisation ici ou de la PME le rapportent directement sans que de réelles interactions s'établissent entre, on va dire, le promoteur et ses employés. Donc, ces derniers-là sont amenés à exécuter et donc ne décident pas. On décide dans une organisation beaucoup plus personnalisée, comme on le rencontre la plupart du temps dans les PME, dans les entreprises, on va dire, ivoiriennes et africaines. Où celui qui a eu l'idée de l'entreprise, celui qui l'a, on va dire, qu'il a implémenté, devient alors le centre de toutes les attentions. Et donc, il devient en quelque sorte, on va dire, un mini-dieu dans son organisation où c'est lui qui décide tout ce qui doit se passer et que les autres ne sont que des exécutants.
En plus de l'organisation personnalisée, on a une organisation beaucoup plus pyramidale. Ici, l'autorité est déléguée à celui ou celle qui a la responsabilité de la performance produite par l'organisation. Donc, cette autorité-là doit permettre justement de prendre ou de faire prendre des décisions qui lui permettent d'assumer ses responsabilités. Dans la plupart des organisations formalisées, on essaie de mettre en place justement cette organisation pyramidale-là, où on a une direction, on a des chefs de département, on a des chefs de service, mais l'idée étant que la responsabilité du promoteur, la responsabilité du manager général est repartie ou partagée justement entre les managers on dira en dessous, donc qui partagent la responsabilité, mais également qui partagent la prise de décision dans leurs différentes entités. Donc, on parlera alors ici d'organisation dite pyramidale. Donc, l'information part du haut vers le bas et on retrouve beaucoup plus des employés qui ont le moins de possibilités de décision dans le bas de la pyramide. Ensuite, on a les organisations de type bureautique. Donc, ici, les contributions individuelles sont formalisées à travers des postes aux fonctions précises. Par ailleurs, on note que chaque problème de coordination est traduit en procédure, on suit les règles, on coordonne sans avoir besoin ni de se voir ni de se parler. En général, le type d'organisation bureautique qu'on connaît, c'est la fonction publique. Dans la fonction publique, tout est réglementé, tout est procédural, de sorte à ce que les individus ne réfléchissent pas, on va dire, pas forcément par eux-mêmes, mais leur rôle, c'est d'appliquer les procédures pour rendre l'administration beaucoup plus fluide. Donc, on n'a pas besoin forcément ici d'avoir recours à un collègue d'une autre direction, d'un autre, on va dire d'un autre département. Ce qu'on nous demande de faire simplement, c'est d'appliquer les procédures pour pouvoir faire fonctionner l'organisation. Le quatrième type d'organisation qu'on a, c'est ce qu'on appelle les organisations duales ou les organisations matricielles. Ici, l'autorité est partagée entre d'une part ceux qui ont en charge d'obtenir les résultats liés à l'activité et ceux qui ont en charge la gestion des ressources financières, technologiques et matérielles et humaines. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, le pouvoir de décision est partagé à la fois entre les managers opérationnels et les managers stratégiques. Donc, ici, il n'y a pas une structuration, on va dire, hiérarchique. On a plutôt beaucoup de relations fonctionnelles entre les différents individus, entre les différentes fonctions, de sorte à ce que l'opérationnalisation d'une décision se fasse par plusieurs acteurs à la fois et la responsabilité ici, elle est justement partagée. Et le dernier type d'organisation qu'on a, qu'on appelle l'organisation cellulaire, ici, l'autorité est répartie entre l'ensemble des membres de l'organisation, donc qui portent collectivement la responsabilité de la performance produite, et l'autorité est distinguée selon le principe de la subsidiarité plutôt que celui de la délégation. Mais en la réalité, de cette typologie d'organisation qu'on a dans les entreprises, on a souvent un mix d'un ou de deux types d'organisations à la fois. Donc, si je prends par exemple les organisations de type, on va dire, personnalisé, où le pouvoir, on va dire, est centré, concentré aux mains du promoteur, on a à la fois également dans ce genre d'organisation-là un peu de pyramidal. Parce que souvent, il arrive que dans ces PME ou dans ces organisations-là, on ait quand même un organigramme qui permet de détailler ou alors de faire descendre un certain nombre de pouvoirs au niveau de l'opérationnalisation des décisions qui sont prises par le promoteur. Et puis, on a aussi un peu de bureautique parce que rarement, ou alors une organisation qui se veut performante va forcément avoir des procédures justement pour soutenir les décisions ou pour soutenir la façon de travailler dans l'organisation afin d'atteindre les objectifs. Donc, c'est vrai qu'on définit 5 types ou une typologie à, on va dire, à 5 éléments pour ce qu'on les organisations dans les entreprises. Mais ce qu'il faut retenir, selon mon expérience, c'est qu'on a un peu de tout ça, mais bien sûr, il y a dans des organisations une prédominance d'un type d'organisation par rapport à un autre. Donc, ce qui sous-entend bien entendu que on va se retrouver dans une organisation où on a un organigramme, mais quand même, on va avoir la prise de décision qui va être centrée sur une personne qui est le promoteur. Donc, on va avoir à la fois une organisation personnalisée, mais avec un peu de pyramidal et un peu de bureaucratique. Dans le cas des PME, l'un des éléments le plus important ici dans le type d'organisation, c'est de voir quelle est la forme qui est la plus adaptée. On reviendra sur cette réflexion-là, mais c'est bon de l'avoir déjà à l'esprit. Quelle est la forme d'organisation qui répond le mieux à votre business? En général, lorsque vous êtes en lancement de votre projet, projet d'affaires, de votre idée d'entrepreneuriat, il est toujours bon d'avoir une organisation personnalisée. Dans le sens où cela vous permet d'avoir un œil avisé sur votre business, cela vous permet vous-même de mettre la main à la pâte, cela vous permet d'avoir, on va dire, une maîtrise
des opérations, parce que n'oubliez pas que c'est vous qui avez le projet, c'est vous qui prenez le risque par rapport à ceux avec qui vous allez travailler. Donc, il est important que vous soyez au cœur de la prise de décision. Mais au fur et à mesure que votre organisation, votre entreprise ou votre PME grandit, en ce moment-là, il faut passer de façon graduelle d'une forme d'organisation à une autre pour la rendre beaucoup plus autonome, pour la rendre beaucoup plus performante et surtout pour la rendre beaucoup plus moderne. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque vous lancez votre business au départ, vous avez une organisation personnalisée parce que vous voulez avoir un œil sur tout. C'est vous qui maîtrisez votre idée, c'est vous qui souhaitez que votre idée soit vraiment pérenne. Mais au fur et à mesure que votre organisation grandit, il faut la structurer. Donc, il faut être capable maintenant d'aller beaucoup plus vers une organisation pyramidale et une organisation de type bureautique. Dans le sens où vous allez déléguer à un moment donné une partie de vos responsabilités pour la prise de décision et pour la coordination. Mais également, il va falloir mettre en place des procédures, des règles qui vont permettre justement à votre organisation de fonctionner de façon fluide, de sorte que même si vous n'êtes pas là, vous n'avez pas le temps ou que quelque chose arrive, que votre organisation continue de fonctionner. Donc, à maturité, toute PME, toute organisation doit être capable d'évoluer. Donc, si on arrive par exemple à une organisation de type matricielle, là, c'est vraiment une organisation vraiment on va dire, qui est vraiment beaucoup plus mature, dont les acteurs à qui on confie des responsabilités ont de l'expérience, ont le sens de la responsabilité et donc sont capables de prendre des décisions avec, bien sûr, une alternative fonctionnelle avec d'autres départements pour pouvoir atteindre la performance. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, cela sous-entend que le promoteur du projet, donc celui de la PME, est arrivé à déléguer ou alors à faire engager ou alors à faire intéresser l'ensemble des acteurs au sein de son organisation au niveau de sa vision, au niveau de ses objectifs en termes de performance. Et donc, vous allez voir que dans la plupart des organisations, vous avez des fonctions génériques qui reviennent, qui sont des fonctions qu'on estime essentielles, qui sont des fonctions qui nous permettent à minima de faire fonctionner un projet. Donc, vous avez les fonctions d'achat, donc tout ce qui est commande et achat de matériel. Vous avez les fonctions marketing et vente, que d'autres appellent les fonctions commerciales, parce qu'il faut connaître son marché avec le marketing, il faut connaître les aspirations de ses clients, il faut connaître le comportement de ses clients ou de sa cible clientèle. Et puis, il faut déployer un outil de vente opérationnelle, un outil de mise à disposition de ce qu'on produit au niveau du marché. Ensuite, vous avez les fonctions administration et ressources humaines, qui sont les fonctions essentielles dans toute activité, qui permettent en fait d'instaurer ou alors de juguler les flux d'informations ou les flux fonctionnels entre les individus au sein de votre PME. Donc, ça, c'est les fonctions administration et ressources humaines. Et puis, vous avez les fonctions liées à la finance et comptabilité qui sont également importantes, donc qui permettent à la fois de générer de l'information financière, mais également de pouvoir les coordonner et de pouvoir justement, on va dire, établir des états financiers nécessaires à la prise de décision pour votre PME, mais également pour pouvoir faire tout ce qui est déclaration fiscale au niveau des autorités fiscales au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis, vous avez les fonctions de production qui sont au cœur de votre activité parce que c'est celle-là qui permet justement de produire les biens et services que vous allez mettre justement à la disposition de votre clientèle ou de votre marché. Donc, à minima, peut-être pas avec forcément les noms achat, marketing, vente ou finance, mais vous avez ce genre de fonctions-là qui se retrouvent dans tout type d'organisation. Donc, certains appelleront leur fonction achat direction des moyens généraux, par exemple. D'autres appelleront leur direction marketing et vente direction commerciale. D'autres appelleront peut-être leur fonction trésorerie, leur fonction finance comptable direction de la trésorerie. Donc, c'est un peu de ce genre de fonctions qu'on trouve dans toutes les organisations. Et la fonction production ici, elle est essentielle. On la retrouve partout parce que l'objet d'une entreprise, c'est de produire des biens et des services qu'on met à la disposition d'une cible clientèle afin justement de retirer un bénéfice ou une plus-value. Donc, les fonctions production, en fonction de votre secteur d'activité, ça va être soit de la production avicole, ça va être soit de la production agricole, ça va être soit on va dire de la conception de logiciels, ça va être soit de l'assemblage de matériel électronique ou informatique. Donc, la fonction production ici, elle est pluriforme, elle tient compte de votre métier, elle tient compte de votre secteur d'activité, elle tient compte de votre projet et de votre modèle d'affaires. Et donc, lorsqu'on a vu le type d'organisation qu'on a, donc les 5 types dont on a parlé tantôt, donc concentré, donc personnalisé, matriciel, pyramidal, bureautique ou encore cellulaire,
La grande question qu'on doit se poser lorsqu'on lance son business ou lorsqu'on est en plein dans son business, c'est de voir, comme je le disais tantôt, quel est le type d'organisation qui est adapté à notre secteur. Donc, il faut avoir à l'idée de mener d'abord la réflexion de savoir quelles sont les fonctions que je considère comme des fonctions métiers et quelles sont les fonctions que je considère comme des fonctions support. Le distinguo entre ces deux types de fonctions est important parce que les fonctions métiers sont celles qui produisent les services ou les biens que vous allez mettre à la disposition de la clientèle et les fonctions support sont celles-là qui vont appuyer justement les fonctions métiers pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. Donc, si je suis par exemple une PME dans le domaine du développement de logiciels ou dans le domaine de la technologie, les fonctions métiers vont être ici toutes les fonctions en lien avec le développement, avec la production d'outils électroniques ou informatiques. Et les fonctions support, on va être beaucoup plus dans tout ce qui est comptabilité, dans tout ce qui est ressources humaines, dans tout ce qui est achat. Par contre, si je suis dans un secteur qui fait du transport logistique, donc vous voyez que tout ce qui est lié à la logistique, aux commandes, à la gestion des connaissements au niveau des bateaux qui arrivent, on va certainement avoir une direction achat qui va être une direction achat et logistique qui va être ici considérée comme une fonction métier et non comme une fonction support. Donc, il faut avoir cette réflexion-là qui nous permet de savoir, en fonction de notre secteur d'activité, quelles sont les fonctions qu'on considère comme des fonctions support et quelles sont les fonctions qu'on considère comme des fonctions métiers. Également, l'autre réflexion qu'il faut avoir lorsqu'on est dans une PME, c'est le fait de comprendre qu'il faut qu'on adapte notre organisation à la taille de notre business et à notre modèle d'affaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis une PME qui a juste 3 employés sous forme de start-up, je ne vais pas chercher à mettre en place une organisation avec une direction générale, une direction financière, une direction ressources humaines, une direction achat, une direction... Parce que ça ne va pas correspondre à la taille de mon entreprise et ça ne va pas correspondre à mon modèle d'affaires. Dans une telle organisation, par exemple, du genre start-up, peut-être que je vais fonctionner beaucoup plus en matriciel. Donc, où je vais avoir un individu ou des individus qui vont faire à la fois la fonction commerciale et la fonction peut-être finance, ou la fonction commerciale et la fonction administration. Donc, il faut avoir cette intelligence-là de faire en sorte que mon projet, ma PME ou mon entreprise puisse avoir une organisation qui soit adaptée à la taille et à mon modèle d'affaires. Et ça, c'est très important. Souvent, je vois des PME qui se créent et dès le départ, le promoteur commence à écrire directeur général, il me faut une direction commerciale, il me faut une direction financière, il me faut une direction des ressources humaines, alors que le business en lui-même, en son départ, il n'a pas besoin de toutes ces fonctions. Il a besoin peut-être juste de quelqu'un qui s'occupe du commercial, donc être capable d'aller chercher les marchés, et de quelqu'un qui s'occupe de la conception ou alors de la production des biens et services qu'on met à la disposition de la clientèle cible. Donc, il faut avoir cette réflexion-là, cette intelligence-là qui nous permet de pouvoir adapter notre organisation à la taille de notre projet, mais également à notre modèle d'affaires. Donc, pour une organisation qui est mature, pour une organisation, on va dire une start-up ou une PME qui a quand même quelques années d'existence et qui a un chiffre d'affaires intéressant et qui a plusieurs employés, on pourrait se retrouver éventuellement dans cette forme d'organisation, qui est une organisation standard. Également, autre chose que je voudrais peut-être souligner ici juste rapidement, c'est que souvent le titre de directeur général dépend de la forme ou de la forme juridique de la PME que vous avez. Le titre directeur général est réservé en général aux entreprises qui sont sous la forme de sociétés anonymes et autres. Mais dans le cas de SARL, on ne parle pas de directeur général, on parle d'associé ou de gérant, du moins, on parle de gérant. Donc, il faut être capable également d'adapter cela lorsqu'on fait notre organigramme. Parce que si vous écrivez directeur général alors que vous êtes une SARL, bon, vous voyez que juridiquement, ce n'est pas forcément juste. Donc, pour revenir au modèle d'organigramme qu'on a, donc, on peut avoir un directeur général dans le cas d'une SA ou alors le gérant dans le cas d'une SARL qui va avoir peut-être un secrétariat et puis on va une direction de production, une direction financière, une direction des ressources humaines, une direction commerciale ou une direction de l'administration et tout ce qui est juridique. Donc, voilà comment se présente un organigramme standard. Comme je l'ai dit, je reviens encore pour dire, il faut l'adapter en fonction de notre secteur d'activité, il faut l'adapter en fonction de notre modèle d'affaires, il faut l'adapter surtout en fonction de la taille de notre organisation. Également, un autre aspect qu'il faut prendre en compte, quand vous débutez votre PME ou alors que vous êtes à une phase
on va dire, de mise en place ou chercher encore vos marques au niveau du marché. Si vous avez beaucoup de postes de responsabilité comme directeur, cela va induire que, en termes de coûts, en termes de charges salariales, ça va être beaucoup plus important. Parce que les individus ont tendance à lier le titre qu'ils ont au niveau de salaire qu'ils devraient percevoir dans notre organisation. Donc, ça aussi, c'est une réflexion qu'il faudrait avoir pour ne pas que dès le départ, on puisse plomber notre projet avec des charges salariales trop élevées ou avec des fonctions qui n'en valent pas la peine parce que le volume d'opération, le volume d'activité n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a réfléchi sur le type d'organisation qu'on veut, qu'on a bâti notre organigramme qui tient compte, de notre modèle d'affaires, qui tient compte de la taille de notre organisation, il faut penser maintenant à élaborer les fiches de poste et le manuel de procédure. Donc, concrètement, une fois que j'ai mon organigramme qui est établi, dans l'organigramme, j'ai les différentes fonctions qui sont nécessaires à mon business, j'ai les différentes fonctions qui sont nécessaires à mon activité. Maintenant, il faut que je définisse le contenu de ces fonctions-là. Il faut que je sois capable d'écrire qu'est-ce que je confie à telle fonction et quels vont être justement les aspects ou les activités ou les missions que je confie à chacune des fonctions que j'ai dans mon organisation. C'est très important parce que la définition de poste permet justement d'éviter ce qu'on appelle des conflits de rôle, d'éviter que les gens puissent se marcher sur les pieds et puis juste d'éviter que les gens fassent la même chose et qu'à la fin, on n'atteigne pas les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, une fois qu'on a établi notre organisation, si on a une PME qui n'a pas encore d'organigramme, on peut le faire aujourd'hui. Une fois qu'on a notre organigramme, avec les différentes fonctions essentielles qui tiennent compte, encore je reviens là-dessus, de la taille de notre organisation, de notre modèle d'affaires et du volume d'activité, on va définir le contenu de chacune des fonctions qu'on a. Une fois qu'on a fini de définir le contenu de chacune des fonctions qu'on a, on doit avoir à l'idée également de définir un manuel de procédure. Donc, le manuel de procédure va venir simplement ici nous dire pour chacune des activités de notre organisation, comment on procède. Donc, on va essayer de regarder ça en détail ensemble dans cette partie-là. Et donc, on va regarder d'abord quels sont les éléments importants dans l'élaboration de la fiche de poste. Quelles sont les rubriques indispensables dans l'élaboration de la fiche de poste. On va regarder ensemble un modèle de fiche de poste. Et puis, je vais vous donner la démarche pour pouvoir écrire ou rédiger votre manuel de procédure. Et donc, dans l'élaboration de la fiche de poste, quels sont les éléments importants qu'il faut avoir à l'esprit? Il faut d'abord garder à l'esprit l'objectif visé et sa finalité lors de la rédaction de la fiche de poste. Donc, c'est de se poser la question de savoir, j'ai mon organigramme, j'ai les fonctions qui sont définies dans mon organigramme. Pour chacune des fonctions, quel est l'objectif visé? Quelles vont être justement les activités que je voudrais voir faire par cette fonction-là? Lorsqu'on écrit une fiche de poste, on ne pense pas aux individus. Ça, c'est un élément très important. On doit penser d'abord au business, au modèle d'affaires, parce que les fonctions doivent être capables de s'imbriquer les unes aux autres, créer la synergie pour produire les biens et les mettre à la disposition de notre cible clientèle. Le deuxième élément qu'il faut avoir à l'esprit, si vous avez des collaborateurs, c'est de les impliquer pour améliorer l'appropriation future des fiches de poste. Donc, si on n'a pas de fiches de poste aujourd'hui dans notre PME, parce qu'on a commencé à travailler rapidement pour gagner de l'argent et qu'aujourd'hui, on voudrait justement écrire des fiches de poste, la première des choses, comme je l'ai dit, on va d'abord drafter, on va d'abord concevoir notre organisation. Quand on l'a conçu, qu'on a déterminé différentes fonctions et différents postes, on va maintenant travailler à la description, la fiche de poste de chacune de ces fonctions qu'on a identifiées. Donc, si on a des collaborateurs qui sont là, ce qui serait bon, c'est de les associer. C'est de dire, par exemple, un collaborateur, bon, monsieur le comptable, vous faites de la comptabilité dans ma PME depuis X années. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites au quotidien. Donc, il va vous décrire les différentes activités, les différentes tâches qu'il fait au niveau de la comptabilité. Et vous allez passer au niveau de chacune des fonctions de votre organisation, de votre PME, pour que chaque collaborateur puisse décrire ce qu'il fait au quotidien. C'est cette description qu'il fait au quotidien là, qui vous permet à la fois de réfléchir pour savoir est-ce que ce qu'il fait là, ça correspond à votre vision par rapport à votre business? Est-ce que ce qu'il fait là, ça correspond à ce à quoi vous vous attendiez? Est-ce que ce qu'il fait correspond à des outils de performance que vous avez? Donc, également, ça vous permet d'avoir un échange avec le collaborateur qui vous dira certainement, moi, je pense que ça, cette activité, on devrait la retrancher ou en rajouter une autre. Mais moi, je pense qu'on devrait approfondir telle autre activité parce que ça a une valeur ajoutée
par rapport au modèle d'affaires. Troisième élément qu'il faut avoir en tête, c'est que les fiches de poste, il faut être capable de les actualiser. Moi, je dirais pratiquement chaque 2 ans, il faut avoir un petit exercice de réflexion où on demande à chacun des collaborateurs de regarder sa fiche de poste avec leur manager pour s'assurer que les fiches de poste sont toujours à jour par rapport à notre activité. Parce que si on écrit une fiche de poste et qu'on ne la change pas 5 ans, 10 années après, alors que l'activité, le secteur évolue, les fiches de poste ne vont pas être adaptées. Et donc, on va avoir des collaborateurs qui font des choses qui ne sont pas écrites dans leur fiche de poste. Donc, la fiche de poste devient en ce moment-là caduque. Quatrième élément qu'il faut avoir en tête lorsqu'on réfléchit à l'élaboration de la fiche de poste, c'est de pouvoir mettre en place un mécanisme pour communiquer la fiche de poste aux collaborateurs pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc, en général, c'est des entrevues qu'on fait entre le manager opérationnel ou entre le manager et son collaborateur pour repasser en revue les activités et les missions de la fiche de poste, que le collaborateur y prenne connaissance, qu'il puisse poser des questions pour pouvoir comprendre et surtout qu'à la fin, il puisse signer sa fiche de poste pour s'assurer qu'effectivement, il a lu, il a compris et que désormais, il va travailler en fonction des éléments, des activités qui sont écrites dans sa fiche de poste. Les rubriques indispensables ou nécessaires à la rédaction de la fiche de poste, on a d'abord l'intitulé du poste. Donc, on va dire comptable, on va dire auditeur financier, on va dire commercial grand compte, on va dire directeur des ressources humaines, on va dire secrétaire de direction ou assistant de direction, on va dire directeur général. Donc, les intitulés de poste sont déjà contenus dans notre organigramme, dans notre organisation. Ensuite, une fois qu'on a l'intitulé du poste, on doit être capable maintenant de regarder la mission du poste. En général, la mission du poste se décline toujours en 3 points. Si vous avez 4, 5, 6 points dans la mission du poste, ça fait beaucoup. Donc, la mission du poste, en général, on a autour de 3 points qui reprennent en fait les grandes attentes par rapport au poste. Donc, si vous prenez par exemple un poste de comptable, les 3 missions du poste, on va dire par exemple s'assurer que les écritures comptables sont passées régulièrement ou alors s'assurer que les informations financières sont à jour et correctes, s'assurer que les déclarations fiscales sont faites conformément aux lois. Mais ça, on dit s'assurer, s'assurer, s'assurer. Ce sont de grandes missions. Mais dans chacune des missions, il y a des activités. Donc, on appelle des activités essentielles. Donc, si on est dans le cas d'un comptable, par exemple, et qu'on dit qu'il doit s'assurer de la sincérité des informations financières, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois, il doit s'occuper de saisir les informations comptables, de faire leur analyse, de produire des états financiers. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui permettent justement d'assurer que les informations financières qui sont produites se font dans les règles de l'art. Donc, je reviens pour dire encore une fois, on va définir l'intitulé du poste, donc la dénomination du poste. On va revenir à la mission du poste, donc qui est sa finalité en 3 points qui serait l'idéal. Et puis, on va revenir dans les activités. Les activités, ce sont les tâches. Donc, de décrire ici, par rapport aux missions qui sont données pour le poste, quelles sont toutes les tâches qu'on estime être liées à cette fonction. Donc, on va définir les activités, on va définir les tâches. Parce que si je dis, par exemple, si on prend le cas on va le voir dans une fiche de poste, mais je vais donner un exemple simple. Si je prends le cas des ressources humaines. Une des activités en ressources humaines, par exemple, c'est de dire tenir à jour les dossiers du personnel. Donc, c'est une activité essentielle, tenir à jour les dossiers du personnel. Mais comment est-ce qu'on tient à jour les dossiers du personnel? Il y a une série de tâches. Donc, on va dire, par exemple, lors du recrutement d'un employé, il faut lui transmettre la fiche de documents à fournir. Il faut mettre les documents reçus dans les sous-chemises adaptées. Il faut faire signer ceci, il faut faire cela. Ça, c'est des tâches à pouvoir réaliser dans cette activité essentielle. L'avant-dernier élément important dans l'élaboration de la fiche de poste, c'est les relations interprofessionnelles et hiérarchiques. Donc, on doit être capable de dire dans la fiche de poste, ce poste-là, qui est son chef? Donc, il est rattaché à qui? Mais ensuite, on doit être capable de dire également, lui, là, quels sont les éléments qui sont attachés à lui? Et mieux encore, lui, de façon fonctionnelle, là, il travaille avec quelle direction ou quel service? Donc, on est capable ici, dans la fiche de poste, de pouvoir définir les relations interprofessionnelles, donc qui sont aussi en relation avec les tâches et les activités, et puis définir également les relations hiérarchiques avec l'ensemble de l'encadrement de notre organisation.
Et le dernier élément indispensable dans l'élaboration de la fiche de poste, c'est les compétences professionnelles à mobiliser. Donc, on va dire, pour occuper ce poste-là, voilà les qualifications académiques. Donc, Bac+4 en gestion, Bac+5 en communication, demande tel nombre d'années d'expérience dans un secteur similaire. Et voilà les qualités personnelles qu'il faut avoir. Être bon en rédaction, être bon, je veux dire, vous allez mettre dedans tout ce que vous pensez être nécessaire pour pouvoir remplir correctement cette fonction. Donc, les rubriques indispensables pour reprendre, on a l'intitulé du poste, donc qui a domination du poste. On a la mission du poste, donc sa finalité. On a les activités essentielles. Et puis, pour chacune des activités, on va définir les différentes tâches pour pouvoir les activités. Quand on a fini cela, on va définir les relations interprofessionnelles, donc dit le poste il est rattaché à qui, quelles sont les personnes à qui il reporte, de façon fonctionnelle, de façon hiérarchique. Et puis maintenant, à la fin, on va définir quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour pouvoir occuper justement ce poste-là, en termes de qualification académique, en termes d'expérience dans un domaine, en termes de comportement professionnel qu'il faut avoir, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois, je vais vous montrer une fiche de poste. Je vais arrêter juste mon partage d'écran et revenir avec une fiche de poste. Voilà. Et donc, ça, c'est un modèle de fiche de poste, comme je le disais. Donc, on a ici l'intitulé du poste, donc chef de service chargé des finances. Il est relié à la direction des ressources financières. La catégorie professionnelle de ce poste-là, c'est cadre. Donc, le service, ici, ça serait le service finance normalement. Le supérieur hiérarchique, c'est le directeur des ressources financières. Le siège, il est localisé, du moins, il est localisé où donc le lieu. Ce siège-là est localisé au siège. Et puis, quels sont les emplois qui sont subordonnés? Donc, on va dire, par exemple, les comptables, les contrôleurs de gestion. Donc, ici, vous voyez que déjà, de prime abord, on a défini tout ce qui est lien interprofessionnel et hiérarchique. Donc, ce qu'on a repris ici dans un organigramme succinct pour dire, d'un point de vue organisationnel, voilà le rattachement de ce poste-là. Maintenant, on revient à la raison d'être. La raison d'être, c'est ça la mission du poste. On nous dit ici, le chef du service chargé des finances a pour principale mission de superviser la comptabilisation des flux financiers et élaborer les documents comptables et fiscaux. Il est rattaché au directeur des ressources financières. Et il a pour mission principale, donc en ce moment-là, maintenant, on revient aux activités essentielles. Vous avez vu ces 3 points. Contribuer à l'élaboration et à la mise en place d'un système de gestion comptable financier. Veiller à la bonne imputation comptable des flux financiers pour la production des états financiers et des déclarations fiscales. Et puis suivre l'exécution des instructions données et assister les collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, ça, ce sont les missions. 3. Maintenant, on va revenir dans les attributions du poste. Donc, ce sont les tâches. Vous voyez qu'on a plusieurs tâches. Et chacune de ces tâches-là est liée à une de ces fonctions. Si vous mettez superviser la saisie, le pointage et le lettrage des exécutifs comptables, automatiquement, on est ici. Donc, veiller à la bonne imputation comptable des flux financiers. Deuxième tâche, suivre les règlements clients et fournisseurs. On va arriver toujours la même chose ici, c'est veiller à la bonne imputation comptable des flux financiers par rapport aux états financiers. Donc, c'est comme ça. Donc, chacune des tâches ou des attributions du poste ici sont liées ou en rapport avec les missions principales du poste. Une fois qu'on a fini cet aspect, je vous disais tantôt, il faut définir les qualifications. Donc, en termes de formation, donc on dit une formation ici en gestion, en comptabilité ou tout ce qui est formation similaire. Le niveau de formation, on dit un Bac+4, Bac+5 ou master ou équivalent. Le niveau d'expérience, au moins 5 années. Et puis, les connaissances particulières qu'on demande, c'est au moins de connaître le SISCOADA ou tout ce qui est code fiscal en Côte d'Ivoire ou dans notre secteur d'activité. Et puis, les qualités requises, qui sont les qualités comportementales, tout ce qui est avoir des connaissances solides en comptabilité, sens de l'initiative, forte expérience managériale, sens de l'organisation et autres. Et puis, les connaissances en informatique qui sont essentielles pour ce poste, Word, Excel, PowerPoint et tout ce qui est logiciel en matière de gestion.
Et puis, on revient encore ici pour dire les relations fonctionnent en interne. Donc, ce poste-là, il collabore en interne avec toutes les directions, avec le contrôle budgétaire, mais également à l'extérieur, il travaille avec les impôts, le trésor, les banques, les fournisseurs, prestataires. Et cette fiche-là, lorsqu'on a fini de l'établir, celui qui l'a établi, donc, il va pouvoir mettre sa signature, sa date, le supérieur hiérarchique va pouvoir mettre, et puis le directeur va l'approuver pour dire que nous sommes d'accord, pour dire que l'ensemble des tâches et des missions essentielles qui sont dans cette fiche de poste-là sont conformes à notre organisation, sont conformes à notre vision de performance. Donc, voilà un peu le modèle de fiche de poste. Je pourrais vous l'envoyer à travers l'agence Côte d'Ivoire PME pour que vous puissiez vous en inspirer aussi pour pouvoir justement faire les fiches de poste de vos différentes PME. Voilà. Donc, si on revient à la présentation, donc on a revu un peu ensemble l'exemple de fiche de poste, un exemple de fiche de poste qu'on pourrait avoir sur l'échelle du service chargé des finances. Donc, on a conçu notre organigramme qui nous a permis d'identifier les différentes fonctions, les différents postes qu'on a dans notre organisation. Ensuite, on a défini les tâches à travers une fiche de poste de chacune de ces fonctions-là. Et quand ça s'est fait maintenant, on va travailler sur le manuel de procédure. Donc, le manuel de procédure indique le circuit de traitement des opérations en spécifiant qu'est-ce qu'il y a à faire, qui doit le faire, à quel moment il doit le faire et quels sont les outils qu'il doit utiliser pour le faire. C'est très important le manuel de procédure. Toute organisation, qu'elle soit une PME, qu'elle soit une grande entreprise, qu'elle soit même une association, si elle n'a pas de procédure, cela veut dire qu'on navigue à vue, on navigue à l'intuition. Pour que votre organisation soit efficace, pour que chacun sache ce qu'il a à faire et surtout pour s'assurer que ce que chacun fait contribue à un seul objectif qui est la performance, on doit être capable d'écrire un manuel de procédure. Ce manuel de procédure-là, il reprend les circuits de traitement de l'ensemble des activités de votre organisation. Si je suis dans le secteur, par exemple, on va dire de la logistique, donc du transit, je dois avoir une procédure qui me dit, par exemple, lorsque je dois faire un dédouanement, quelle est la procédure que je dois suivre? Quelles sont les personnes que je dois contacter? Dans quel délai? Avec quel formulaire en interne? N'oublions pas que les procédures, c'est en interne. Elles n'engagent pas nos partenaires en externe, elles engagent plutôt notre fonctionnement en interne. Lorsqu'on veut faire une demande d'achat, on veut acheter par exemple du papier érable. Quelle est la procédure à suivre pour acheter le papier érable? Il faut une demande d'achat, il faut que ce soit validé par le supérieur hiérarchique, il faut que ça aille au contrôle de gestion pour s'assurer que la demande qui est faite est conforme au budget ou bien que ça ne dépasse pas la ligne budgétaire qu'on a. Il faut que ça revienne au niveau peut-être du directeur général qui va valider. Et ensuite, il faut passer la commande en sélectionnant au moins 3 prestataires et que les 3 prestataires, on ne va pas prendre seulement le mieux disant, mais celui qui fait le rapport qualité-prix intéressant et qu'à la fin. Donc, il faut que ces différentes étapes dans cette opération-là soient formalisées. Et chacune des activités de notre PME ou de notre organisation, nous devons être capables justement de pouvoir les écrire sous forme de procédure. De sorte que personne ne s'éloigne de la meilleure façon de faire et que s'il y a un dysfonctionnement, on soit capable de corriger ou de trouver le responsable. Donc, le manuel de procédure, il spécifie les tâches à faire. Il permet de sauvegarder les actifs de l'entreprise par des procédures de contrôle interne permanentes. Parce que s'il n'y a pas de procédure, sur la base de quoi est-ce qu'on fait les contrôles? Les contrôles doivent être faits sur la base des procédures et non sur la base de l'intuition. Également, il permet de favoriser l'harmonisation des modes d'exécution des tâches en les formalisant. Ça, c'est l'élément principal. Et malheureusement, la plupart des PME n'ont pas de manuel de procédure. Comme je l'ai dit, la structure organisationnelle étant centralisée, concentrée autour d'une seule personne, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui dit comment on fait, c'est lui qui dit comment on ne doit pas faire. Et puis, à la fin, le jour où il est malade, tout est bloqué. Alors que si, au début de notre PME ou alors dans le cours de son fonctionnement, on prend le temps d'écrire nos manuels de procédure, cela permet à votre organisation de fonctionner de façon fluide, de façon autonome, de façon organisée.
Et surtout, cela vous permet justement de pouvoir éviter les déperditions de ressources. Donc, être capable, à travers un processus de contrôle interne, de savoir si votre organisation elle est efficiente. Est-ce qu'elle ne perd pas de l'argent dans les détails? Est-ce que chacun fait ce pourquoi elle est là? Est-ce que tout est fait dans le sens que vous voulez en lançant votre modèle d'affaires? Donc, si on est d'accord que la procédure est un élément important de notre organisation, comment est-ce qu'on y arrive? D'abord, il faut être capable de recenser l'ensemble des activités de notre organisation, dans ce qu'on appelle le recueil des informations. Donc, l'examen complet des procédures implique un recueil maximum d'informations. Il s'agit d'acquérir une connaissance impartiale et approfondie de l'organisation des départements ou de votre PME. Pour cela, il faut appliquer le principe suivant: faire en sorte de ne rien oublier, ne pas négliger même les domaines apparemment accessoires. Ça veut dire que vous allez prendre, par exemple, dans votre PME, service par service ou département par département, vous allez lister l'ensemble de leurs activités. Toutes les activités qu'ils font et qui sont en rapport avec votre modèle d'affaires. Parce que ces activités-là, c'est celles-là que vous allez formaliser en termes d'étapes de procédure. Une fois qu'on a recueilli toutes ces informations et qu'on connaît l'ensemble des activités de notre organisation, puisqu'on est une PME et que peut-être qu'on est au départ ou qu'on n'a pas de ressources suffisantes en interne pour faire ce travail-là, on ne va pas chercher à formaliser toutes les activités. On va commencer étape par étape. On va commencer par celles qui sont, on va dire, très importantes, donc qui nous permettent de fonctionner en ne perdant pas des ressources financières ou en réduisant au maximum les risques de déperdition de ressources. Donc, les procédures et l'organisation touchant au domaine suivant sont étudiées. Donc, moi, j'estime qu'en général, il faut regarder tout ce qui est procédure en lien avec les achats et les commandes, tout ce qui est procédure en lien avec les dépenses, tout ce qui est en lien avec la trésorerie, et puis revenir sur tout ce qui est en lien avec la gestion clientèle. Parce que très souvent, ce qu'on oublie, c'est que c'est le client qui est, on va dire, le moteur essentiel de notre performance. C'est la perception du client qui fonde son achat, et en général, la gestion clientèle passe par un ensemble d'outils qu'on met en place pour s'assurer que le client est satisfait à la fin on va dire, du service ou bien du produit qu'on lui vend. Donc, une fois qu'on a listé, pour revenir encore, l'ensemble des activités dans les différents départements, on va en sélectionner celles qui sont les plus importantes ou celles qui nous mettent le plus à risque, et puis on va commencer à écrire la démarche pour réaliser chacune de ces activités-là. Donc, dans cette phase de rédaction du manuel, il s'agit de définir le produit qui sera soumis à l'étude des personnes intéressées. Donc, on va dire, par exemple, si au niveau de la comptabilité dont on était tout à l'heure, on va leur dire, voilà les activités que vous faites. Dites-nous comment est-ce que vous arrivez à faire chacune des activités. Donc, c'est ce qu'on appelle la description des tâches. Et quand ils vont le dire, on va licencier les moyens matériels et humains à mettre en œuvre pour sa mise en application. Donc, on va dire comment on le fait, qui le fait, à quel moment on le fait, avec quel outil on le fait, et puis quelles sont les différentes étapes pour réaliser chacune des activités. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant présenter les résultats de cette démarche par étape, de cette activité-là, aux principaux intéressés. Donc, on va aller voir les collaborateurs pour leur dire, OK, vous qui passez les commandes à chaque fois, vous nous avez dit que pour passer les commandes, voilà le processus, les étapes que vous suivez. Donc, on a formalisé ces étapes-là avec qui, quoi, comment. Et donc, aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de faire? Est-ce que cette façon de faire est conforme à la réalité de vos fonctions? Et c'est conforme à la réalité du business. Donc, on recueille les avis sur les étapes qui ont été définies dans notre manuel de procédure, dans notre procédure, parce que le manuel, c'est un ensemble de procédures. Donc, pour cette procédure spécifique-là, une fois qu'on fait, si on est tous d'accord là-dessus et qu'on est d'accord que cette façon de faire-là est efficiente et optimale, donc en ce moment-là, on va passer à l'adoption de cette façon de faire. Donc, c'est cette façon de faire-là qu'on appelle la procédure. C'est-à-dire qu'on définit les étapes de qui doit faire quoi et comment il doit le faire, à quel moment il doit le faire, et que le plus important, ce qu'on recherche ici, c'est l'efficience et la performance. Donc, si on est d'accord sur la mise en place de toutes ces étapes, en ce moment-là, maintenant, on va former les personnes qui travaillent au quotidien dans cette activité. Donc, c'est la mise en place du manuel. Donc, on forme et on informe le personnel sur la procédure qui a été adoptée. Donc, la préparation et la réunion des conditions matérielles de développement de la procédure, parce que si vous mettez une procédure en place, que vous dites vous-même qu'il faut tel moyen pour réaliser telle tâche,
et qu'à la fin, le collaborateur n'a pas ces moyens pour réaliser la tâche telle que prévue dans la procédure, il va forcément avoir un biais. Également, lorsqu'on met en place une procédure, il faut se donner un temps de test. Donc, on commence à appliquer la procédure sur un certain temps relativement, je dirais, 3 à 6 mois. Et au fur et à mesure, on fait les ajustements sur ce qui a été écrit comme étape à réaliser pour réaliser une activité, pour pouvoir procéder à une activité. Donc, quand on a fait ça, on a testé et qu'on est d'accord, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de mettre en place un élément de suivi. Donc, il nous permet de prévoir ce qu'on a des mises à jour des procédures en fonction de l'évolution de notre activité, en fonction des différents changements qu'il y a dans l'environnement, très important également, et puis en fonction des différents changements qu'il y a vis-à-vis dans le marché, je dirais, par rapport au comportement de nos adversaires, de nos concurrents ou de notre clientèle. Donc, pour reprendre ça de façon assez simple, le manuel de procédure est un document qui retrace la façon de faire de l'ensemble des activités opérationnelles de notre PME. Donc, notre rôle en tant que dirigeant, c'est d'abord d'identifier pour chacun des départements, de chacun des secteurs de notre PME, quelles sont les activités qu'on fait. Pour chacune des activités, on va s'intéresser maintenant à la façon de faire. Donc, quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour réaliser cette activité. Donc, on va définir les étapes avec les opérationnels, ceux qui font le travail au quotidien. Ils vont nous dire, chef, pour cette activité-là, voilà comment on fait. Pour passer les commandes, voilà comment on fait. Ou alors, quand je reçois un bon de commande d'un client pour développer un logiciel, voilà les étapes que je suis pour pouvoir réaliser le logiciel. Donc, ces étapes-là, on va les écrire dans le quoi, qui et comment. Une fois qu'on a fait ça, on va voir les intéressés pour dire, vous m'avez dit que voilà comment est-ce que vous faites cette activité. Donc, moi, je l'ai écrit en termes de processus, en termes de procédure. Est-ce que cela est conforme à ce que vous faites? Ils vont vous dire oui, non, ou alors on le fait comme ça, mais on pense qu'en le faisant autrement, on va être beaucoup plus performant. Donc, on va revoir la procédure, on va y ajouter des éléments, on va y retrancher des éléments. Quand on a fini ça et qu'on est d'accord sur le mode de fonctionnement pour cette activité, on va maintenant informer et former notre personnel sur la procédure. Ensuite, on va laisser la procédure rouler pendant entre 3 et 6 mois pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement et faire des mises à jour, des ajustements si nécessaire. Une fois qu'on a fait les ajustements, que la procédure est stabilisée, à ce moment-là, on peut mettre en place un mécanisme de révision des procédures, peut-être chaque 3 ans, chaque 4 ans, ou alors à chaque fois qu'il y a un changement significatif dans notre environnement ou dans notre marché. Donc, voilà un peu la démarche et on pourrait éventuellement vous accompagner dans la rédaction de manuels de procédure dans vos différentes PME avec bien sûr l'aide de l'Agence Côte d'Ivoire PME. Une fois qu'on a défini les fiches de poste, une fois qu'on a travaillé sur notre manuel de procédure, donc il définit comment chacune des actions, des opérations et des activités de notre organisation doivent se faire, on peut réfléchir maintenant à voir comment est-ce qu'on recrute, en tout cas le meilleur personnel ou bien les gens qui ont le potentiel pour pouvoir nous aider à progresser dans notre PME. Donc, dans le cas des PME, moi, je propose 5 étapes assez simples pour faciliter le recrutement dans vos différentes PME. La première étape, c'est de préparer une description de poste efficace. Et ça part toujours de la fiche de poste. Si vous n'avez pas de fiche de poste, que vous devez en inventer une juste pour recruter quelqu'un, ça peut vous poser un problème. Parce que ça veut dire que celui que vous allez recruter quand il va venir, ce que vous avez mis sur la fiche de poste peut-être ne correspond pas à votre activité ou ne correspond pas réellement à vos attentes en termes de performance. Donc, le préalable, c'est vraiment de travailler d'abord à bâtir son organigramme. Ensuite, d'identifier les fonctions et les postes, d'écrire les fiches de poste qui vont vous aider comme outil pour pouvoir démarrer un recrutement. Donc, on prépare la description du poste. Donc, déjà, c'est le titre du poste, les renseignements sur votre entreprise, la description du poste, donc tout ce qui est mission, activité et tâches, les exigences pour être performant au poste, donc toutes ces qualifications académiques, mais également qualifications comportementales. Et puis, à la fin, vous allez mettre comment postuler. Donc, mettre un email pour dire ceux qui sont intéressés peuvent nous envoyer leur candidature et les lettres de motivation via tel email qui est l'email de candidature. La deuxième étape, c'est d'utiliser les bons outils de recrutement. Une PME, par essence, n'a pas beaucoup de ressources pour faire appel, par exemple, à un cabinet de recrutement. Mais en interne, on est capable justement de pouvoir utiliser des outils qui nous permettent d'attirer ou d'identifier
ou de recruter les meilleurs candidats. Donc, on a les sites web, on a les agences de placement, mais moi, je ne vous le recommande pas parce que c'est une PME au départ. Les foires d'emploi, les réseaux sociaux. Et l'un des moyens les plus intéressants aujourd'hui pour faire du recrutement, c'est LinkedIn. Donc, il faut créer la page de votre PME sur LinkedIn en tant qu'employeur. Donc, ça, c'est intéressant déjà. Et ensuite, lorsque vous avez des profils pour lesquels vous voulez recruter, vous pouvez lancer la recherche directement sur LinkedIn qui va vous orienter vers les personnes qui ont le profil. Et donc, ça vous permet tout de suite, sans même recevoir de CV, de vous-même aller chercher le candidat qui correspond à vos attentes par rapport à ce poste-là. Autre élément également qui est assez intéressant pour une PME qui démarre ou une start-up, par exemple, c'est les foires d'emploi. Si je suis dans le secteur, par exemple, des technologies, je vais avoir tendance à participer à des foires d'emploi où il y a des étudiants ou alors des étudiants qui participent, ou alors je prends un stand dans une foire d'emploi pour recevoir des étudiants qui sortent des écoles polytechniques, des écoles d'ingénieurs, où je peux les entretenir parce qu'ils viennent vers moi tout de suite pour pouvoir voir leur potentiel, leur profil par rapport au poste. Ou alors moi-même, en tant que PME, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine des transits, je peux identifier les meilleures écoles de formation dans mon domaine d'activité, signer ce qu'on appelle des conventions de partenariat et recevoir des étudiants en stage chez moi, par exemple, chaque année, et puis d'en retenir les meilleurs. Ça me revient, un, moins cher. Deux, ça me permet d'inculquer ma culture d'entreprise ou ma vision de mon entreprise à l'étudiant que j'ai pris. Et puis, trois, c'est clair que l'étudiant qui arrive au démarrage n'a pas un salaire qui est élevé, donc cela vous permet d'avoir une maîtrise de votre charge salariale. N'oubliez pas un élément important sur cela, c'est qu'aujourd'hui, la loi vous permet de pouvoir garder un étudiant en stage jusqu'à 1 an au sein de votre organisation. Et donc, ça vous permet justement de vous donner le temps de pouvoir lui apprendre, mais également de pouvoir lui inculquer vos valeurs et vos objectifs. La troisième étape, lorsque j'ai identifié les candidats, donc lorsque j'ai les CV ou que j'ai les profils que j'ai reçus sur LinkedIn ou que j'ai les CV que j'ai reçus via l'email de recrutement que j'ai mis, je vais procéder à une présélection des candidats. L'idéal, ce que je vous recommande, c'est de faire du pre-screening. Donc, lorsque vous triez les CV, que vous avez un poste, que vous avez 10 CV qui vous intéressent, vous pouvez prendre votre temps, appeler les candidats un à un au téléphone, vous donner 5 minutes pour poser des questions que vous estimez essentielles. Donc, des questions de check-up. Donc, il vous permet déjà au téléphone de savoir si le candidat, par rapport à ce qu'il a écrit sur son CV, est-ce qu'il les connaît? Est-ce qu'il les a faites? Est-ce qu'il a de l'expérience dedans? Donc, ça vous permet de gagner tout de suite du temps. Au lieu de les convoquer à une entrevue tout de suite, qui va vous prendre peut-être 30 minutes, 45 minutes par candidat pour vous rendre compte qu'il ne correspond pas à votre profil, et on peut faire du pre-screening. Donc, on prend le temps, on prend les CV, on appelle les candidats un à un, 5-10 minutes par candidat, avec des questions précises et des réponses qu'on attend. Une fois qu'on a fini ça, il y a des candidats qui ont pu passer cette étape de pre-screening, alors on les convoque maintenant pour notre entrevue physique. Ou alors, on a la possibilité de faire également des tests en ligne. Vous avez la possibilité soit de leur envoyer, si vous avez par exemple recruté une secrétaire, une assistante de direction, et que pour vous, le plus important, c'est les qualités en termes de rédaction, pourquoi ne pas lui envoyer un sujet, lui demander de rédiger dans un temps précis? Vous lui envoyez peut-être à 10 heures, là vous le renvoyez à 10h30, et bien sûr, le temps, on va dire quoi, le temps de réception et d'envoi par email va correspondre en fait à votre outil de contrôle du temps qu'elle a mis pour travailler. Ou alors, vous avez des outils de tests psychotechniques qui sont en ligne, qui sont gratuits, que vous pouvez également souscrire en tant que PME, l'envoyer au candidat, il va les remplir et vous allez avoir tout de suite tout son profil psychologique ou psychométrique qui vous permet de juger de son aptitude à être dans votre équipe. La quatrième étape, lorsqu'on a fait tous ces pré-screenings, qu'on a fait ces tests en ligne et qu'on a pu déceler 2 ou 3 candidats qu'on estime les meilleurs, on va les rencontrer. Donc, ici, c'est l'entrevue physique où on va poser des questions comportementales, on va poser des questions situationnelles. Mais l'un des éléments les plus importants en entrevue, ce sont les questions situationnelles. C'est de mettre le candidat face à des situations précises qui sont en lien avec votre activité pour voir un peu son approche, sa démarche de résolution. Donc, si les réponses des candidats sont conformes à ce que vous souhaitez par rapport à la démarche d'une situation que vous vivez dans votre organisation, dans votre secteur, ça vous permet d'avoir une idée de sa capacité à pouvoir performer au poste. Et puis, bien sûr, lorsque vous avez fini cette étape-là, si vous êtes convaincu que le candidat est celui qu'il vous faut, en ce moment-là, vous pouvez lui faire ce qu'on appelle une offre d'emploi à travers un contrat que vous allez lui signer. Et donc,
Ces 5 étapes-là sont des étapes assez simples, mais qu'on est capable de faire justement à l'intérieur de notre cabinet. Donc, si dans notre PME, écrire une annonce pour un emploi, vous prenez la fiche de poste, elle vous permet de donner les éléments pour le faire. Vous utilisez le bon canal. Moi, je vous recommande LinkedIn ou des sites comme Indeed, sur lesquels vous allez retrouver des profils assez intéressants. Parce qu'en tant que PME, vous devez faire attention aux ressources que vous engagez dans le cadre d'un recrutement. Prendre le temps, soit vous ou un de vos collaborateurs, pour faire les pré-screenings. Donc, au lieu qu'on puisse recevoir en une journée 10, 20 candidats, il faut déjà faire des pré-screenings, donc ce qu'on appelle des interviews préliminaires par téléphone. Si vous avez la possibilité de vous abonner à des sites de tests en ligne, il faut le faire, ça ne coûte pas du tout cher. Et puis, vous allez recevoir juste les candidats que vous estimez être bons, les 2 ou 3, pour faire les questions, les entrevues en physique et à la fin, être capable de choisir le meilleur candidat. Donc, également, ces outils-là, on pourrait, dans une phase peut-être de questions-réponses, beaucoup plus revenir sur ces éléments-là pour pouvoir vous aider à être beaucoup plus performant dans votre quête de performance. Donc, je vais récapituler avant de passer à la phase de questions. Ce module-là nous a permis, dans un premier temps, de voir que pour tout type d'organisation, qu'elle soit PME, qu'elle soit association, qu'elle soit grande entreprise, le promoteur ou les dirigeants doivent réfléchir d'abord au type d'organisation. Le type d'organisation doit être évolutif. Si au départ, l'organisation est centrée sur le promoteur, elle doit évoluer, cette organisation, vers une organisation de type pyramidal et de type beaucoup plus bureautique avec des procédures. Donc, on va dessiner ou on va écrire notre organigramme dans lequel on va définir les directions ou les services dont on a besoin, définir également, intituler du moins les postes et les fonctions dont on a besoin pour voir est-ce que l'ensemble de ces fonctions, l'ensemble des éléments dans notre organigramme correspondent à notre modèle d'affaires. Une fois qu'on est convaincu de cela, et je reviens encore pour dire que votre organigramme, votre organisation doit être adapté à la taille de votre organisation, doit être adapté également à votre modèle d'affaires. OK. Donc, je donne une question, désolé. Et donc, une fois que l'organigramme est défini, quand on a les postes, qu'on a les fonctions, il faut maintenant définir ce qu'on fait dans chacune de ces fonctions en termes de mission, en termes d'activité, en termes de tâches. Donc, cela se fait à travers une fiche de poste. Quand on a défini la fiche de poste, ensuite, maintenant, on va travailler sur les procédures. Donc, pour dire dans ma PME, quelles sont mes principales activités par rapport aux différentes fonctions que j'ai. Donc, pour chacune des activités, je vais définir un processus par étape pour dire qui, comment, quoi, est-ce qu'on fait par rapport à cette activité-là. Parce que si on ne le fait pas, on laisse les gens travailler chez nous en fonction de leur intuition, en fonction de leur expérience passée, et on n'est pas toujours sûr que cela correspond à ce qu'on veut ou que cela correspond à une culture de performance. Donc, il faut qu'on écrive notre manière de procédure. Quand on écrit notre manière de procédure, le dernier élément qui reste, lorsqu'on a besoin de recruter du personnel pour notre organisation, on a prévu 5 étapes. Donc, préparer la description de postes efficaces, utiliser les bons outils de recrutement, faire la présélection des candidats avant même les entrevues, ensuite les rencontrer pour des entrevues, et puis les meilleurs candidats vont être retenus par un contrat pour travailler au sein de notre organisation. Donc, voilà un peu l'échange que je devrais avoir avec vous. Et donc, sous on va dire la conduite de l'agence Côte d'Ivoire PME de M. Ngoran, on va passer à la phase des questions. M. Ngoran? Oui, je suis là, monsieur OK. Docteur Traoré. OK. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je pense que Karine, si Karine est là. Monsieur, je suis là. Oui. Voilà, Karine elle va se charger de... Voilà. Donc, Karine, je te passe la main. Merci. D'accord. Monsieur Ahmed, on procède à une série de 3 questions, c'est bon? OK, d'accord. Donc, votre micro est fermé, Karine. D'accord, OK. Donc, je disais, pour toutes les personnes qui ont des questions, elles peuvent lever la main à travers l'icône qui est juste au bas de l'écran, l'icône de la main levée. Donc, on a déjà une question parmi nos
On a une main levée de Kwaku Ange Christophe. Donc, je vais donner la parole à Kwaku Ange Christophe. Monsieur, veuillez ouvrir votre micro. Monsieur Kwaku Ange. Bon, là, je pense qu'il vient de baisser la main et il n'est pas avec nous. Kwaku Ange Christophe n'est pas là, donc on va passer la parole à une autre personne. Nous avons Mamadou Tangara, donc qui a une question. Monsieur Mamadou, vous êtes là? Veuillez ouvrir votre micro. Voilà, OK. Bonjour, monsieur et dames. Je voulais savoir. Bonjour, monsieur Tangara, vous pouvez parler. Pour les n'ont pas encore de manière de procédure et de fiches de poste. Je vous ai aidé pour faire ça. Monsieur Mamadou, on vous entend faiblement. Vous pouvez reprendre votre... Vous m'entendez? Là, maintenant, on vous entend. Je voulais savoir pour les entreprises qui n'ont pas de manière de procédure et de fiches de poste, comment est-ce que vous pouvez les aider à pouvoir faire les manières de procédure et les fiches de poste? Qui contacter? Les entreprises doivent contacter qui pour les aider à pouvoir faire cela? D'accord, monsieur Mamadou. Donc, merci pour votre question. On va prendre une autre question. Donc, je pense qu'il est le seul. Monsieur Ahmed Traoré, vous pouvez répondre directement. On a une seule question. OK, merci. Je voudrais dire à M. Tangara qu'il a la possibilité, justement, je pense à travers le programme qui est développé par l'Agence Côte d'Ivoire PME, donc soit de vous contacter directement et avec par votre canal, on pourra soit lui mettre à disposition, on va dire, une fiche qui l'aide dans la démarche pour concevoir une fiche de poste, on peut le faire, ou alors on peut l'accompagner même directement à travers le cabinet CAIS aussi dans la conception des fiches de poste et des manières de procédure. Parce que n'oubliez pas une chose, comme je l'ai dit encore une fois, les fiches de poste et les manières de procédure sont adaptées à chacune des organisations. Donc, il n'y a pas de fiche de poste standard, il n'y a pas de manière de procédure standard. Il faut que ces manuels ou ces fiches de poste soient adaptés à votre business. Donc, c'est vraiment de sur-mesure qu'il devrait avoir en tête. Et je pense que la question devrait être beaucoup plus posée à l'Agence Côte d'Ivoire PME pour voir est-ce qu'il y aura on va dire des collaborateurs qui vont accompagner les PME ou alors est-ce que c'est nous en tant que cabinet qui devions faire des séances, on va dire, individualisées, personnalisées pour concevoir leurs fiches de poste et leurs manières de procédure. D'accord. Je voulais rapidement, Karen, s'il te plaît, compléter un peu ce que le Dr Traoré vient de dire. Effectivement, pour la suite de parcours de la cohorte 4, qui est constituée de cohorte 1 et 2, au niveau de l'équipe projet de l'Agence de la coordination centrale du projet, on a prévu qu'en plus des webinaires que nous faisons avec les consultants qui sont M. Traoré, Dr Traoré Ahmed et un autre, M. Savadogo Paté, en plus de cela, il y aura aussi des spécialistes qui vont se rendre chez vous en entreprise pour voir un peu vos différentes modes de gestion, les outils dont vous disposez, pour voir dans quelle mesure ils peuvent vous aider à les améliorer. Donc, ça, c'est en cours. Le recrutement, même dans beaucoup d'informations, est en cours. Et donc, à la suite, ou même pendant les interventions de ces deux consultants-là, sur les fonctions de gestion des ressources humaines avec Dr Traoré et gestion financière et comptable avec M. Paté Savadogo, ils vont effectivement faire du institut en entreprise. Ils vont vous accompagner. Donc, ils pourront prendre en compte leurs préoccupations. C'est cette base de code 1 et 2 que nous allons mettre à leur disposition. C'est une vingtaine de consultants qui seront sur le terrain pour le faire. Néanmoins, s'il y a des gens qui ont des préoccupations particulières, qui veulent des réponses assez rapides, Dr Traoré est là, il a son contact et puis vous pouvez échanger aussi directement. Pourquoi pas? D'accord, je pense avoir répondu, hein, docteur. OK, merci, monsieur Ngoran. Monsieur Mamadou Tangara, on a répondu à votre question, donc veuillez baisser la main, s'il vous plaît.
Nous avons deux autres mains levées. Donc, on donne la parole déjà à M. Kwaku Ange Christophe qui est revenu et après lui, M. Benjamin Kwaku Brou. Monsieur Kwaku Ange, vous avez la parole. Veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, on vous entend faiblement, monsieur. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y, posez votre question. Ok, je pense qu'on l'a perdu. Comme une petite entreprise de 4 personnes maximum. On vous entend faiblement, monsieur Kwaku. Allô? Allô? Oui, allô, on vous entend, mais faiblement. Vous m'entendez mieux maintenant? Faiblement toujours. S'il est difficile pour vous de poser votre question, vous pouvez envoyer un message dans le chat. On pourra lire votre question à M. Ahmed Traoré. Allô? Ok, c'est compris. D'accord, mais là, on vous entend. Essayez quand même de poser votre question. D'accord, donc voilà. Pour savoir plus, une petite entreprise de 4 personnes. Bon, ce n'est toujours pas bon. Laissez-nous un message dans le chat. On pourra lire votre question à M. Ahmed Traoré. Je crois que la question qu'il pose, c'est pour une entreprise, une PME de 4 personnes, quelles Mhm. devaient être les fonctions essentielles à mettre en place? C'est bien ça, M. Brou. Encore une fois, ça dépend de votre secteur d'activité. Qu'est-ce que vous faites? Parce que l'organisation dépend de ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que votre PME fait? Nous faisons des prestations de services, nous faisons la formation, nous exerçons dans le domaine de l'énergie, de photovoltaïque, de l'électricité générale. Et voilà. OK. OK. La première question que je me vais vous poser, aujourd'hui, les 4 personnes, qu'est-ce qu'elles font exactement, les 4 personnes? Nous avons 2 techniciens. J'ai recruté quelqu'un qui était chargé des ressources humaines. Mais je pense que ce n'est pas tout essentiel. Donc, je reprends 2 techniciens. Ensuite? Quelqu'un qui a été recruté pour les ressources humaines. Oui. Là, je pense que ça ne cadre pas trop avec. OK. Et puis vous-même? C'est ça? Oui, c'est ça. OK. Et vous-même, ça fera 4 personnes. OK. Donc, ici, moi, ce que je vous dirais, c'est que vous avez besoin essentiellement de deux, on va dire, 2 services. Tout de suite, comme ça, quand je regarde. Vous avez besoin d'un service que moi, j'appelais le technico-commercial. OK? Donc, des gens qui font à la fois tout ce qui est... parce que comme pas de formation sur tout ce qui est système énergie photovoltaïque, donc il y a du matériel, il y a des équipements que vous vendez. Donc, vous devez être capable d'avoir des gens qui font du service technico-commercial, donc qui, eux, sont chargés à la fois de la prospection, mais également de l'installation du matériel et de la formation des clients que vous avez. Donc, qui sont pour moi ce qu'on appelle les fonctions métiers. Et puis, vous devez avoir un service qui s'occupe de tout ce qui est support. Donc, tout ce qui est lié à la facturation, tout ce qui est lié à la comptabilisation, tout ce qui est lié également à tout ce qui est administration, dont ressources humaines. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, dans l'organisation que vous avez, vos deux techniciens, c'est bon. Donc, vous les mettez, je suppose que c'est une SAR, donc vous avez gérant qui est vous-même. Ensuite, vous avez un pôle technico-commercial avec vos 2 techniciens. Et puis, vous avez un pôle, je dirais, support, OK, qui s'occupe de tout ce qui est facturation, comptabilité et administration.
Pour moi, ça devrait suffire déjà dans un premier temps pour 4 personnes. C'est bon? Parfait. D'accord, merci. On a une main levée de Monsieur Benjamin Kwaku. Est-ce que Monsieur Kwaku, Ange-Christophe, peut déjà couper son micro? OK, on va donner la parole. Monsieur Kwaku, vous pouvez couper votre micro, merci. On va donner la parole à Monsieur Benjamin Kwaku également, qui a levé la main. Monsieur Benjamin, vous avez la parole. Oui, allô, bonjour madame. Bonjour. Et bonjour, chers formateurs. Alors, ma question se situe au niveau de la partie organisation des entreprises. Alors, le formateur a développé plusieurs organisations et il y a 2 organisations pour lesquelles je souhaiterais que le formateur revienne un peu dessus. Il s'agit de l'organisation duale et de l'organisation cellulaire. Alors, ces 2 organisations-là, je ne comprends vraiment pas la différence entre ces 2 organisations. Si le formateur peut revenir là-dessus, ça me ferait vraiment plaisir. C'est là ma question. Et donc, vous faites bien de poser la question parce que ces 2 types d'organisations, on va dire, se rejoignent un peu. Dans le sens où, ici, la circulation de l'information n'est pas pyramidale. Donc, l'information ne descend pas vers le haut, vers le bas ou du bas vers le haut. On a une organisation de type fonctionnel. Donc, si je vous relis un peu ce qui est écrit pour ce qui est dual, donc qui est matriciel, on dit l'autorité ici est partagée entre, d'une part, ceux qui ont en charge d'obtenir les résultats liés à l'activité et à la finalité de l'organisation, donc on va dire les fonctions métiers, et d'autre part, ceux qui ont en charge la gestion des ressources financières, technologiques, matérielles et humaines, donc les fonctions support. Donc, dans ce cas de type d'organisation, donc vous n'avez pas vraiment une forme de collaboration qui est pyramidale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, si je connaissais votre type, je prends le cas de M. Benjamin Brou, donc avec qui on a dit qu'il faut un service technico-commercial et un service support, par exemple. Donc, ça veut dire que la collaboration, ces différents départements, il n'y aura pas de hiérarchisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est au support ici, il peut travailler directement avec quelqu'un qui est au métier sans forcément passer par son chef de service ou même par le gérant en lui-même, puisqu'on travaille sous forme de projet. Donc, c'est une forme matricielle, donc sous forme de projet. Effectivement. Dans le type, voilà, c'est plus ça, sous forme de projet. Donc, vous avez des types, on est dans des organisations différentes, mais on se retrouve pour travailler sur des projets ensemble, sans tenir compte forcément de la hiérarchisation de notre organisation. Donc, l'organisation cellulaire, il fonctionne pratiquement pareil. Donc, aussi, on dit l'autorité est répartie entre l'ensemble des membres de l'organisation qui portent collectivement la responsabilité de la performance produite. Donc, l'autorité est distribuée sous le principe de la subsidiarité plutôt que de la délégation. Donc, si vous voulez, c'est pratiquement la même chose, mais seulement c'est que dans le type cellulaire, pour ce que moi j'ai de ma compréhension, il n'y a pas de hiérarchisation en tant que tel. Donc, on a plutôt, par exemple, on a un gérant et puis tout le monde est gestionnaire de projet. Donc, on n'a pas d'individu qui soit hiérarchiquement au-dessus de l'autre, mais on a beaucoup plus de collaboration fonctionnelle. Alors que dans le cas de l'organisation duale ou matricielle, on a toujours une autorité qui existe, mais malgré l'autorité, on travaille de façon fonctionnelle. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Oui, je comprends. Voilà. Donc, la différence entre les deux, c'est au niveau comment je vais expliquer ça? Celui-là est chef, celui-là n'est pas chef, non. Au matriciel, il y a des chefs, mais on peut passer outre les chefs pour pouvoir travailler ensemble tout un de projet. Bon, au cellulaire, il n'y a pas de chef. Donc, on est tous, en fait, si vous voulez, des gestionnaires de projet, et donc on collabore en fonction des besoins des uns et des autres. D'accord, monsieur le formateur. C'est bien saisi. D'accord, merci. Nous avons une main levée de Fatoumata Ouattara. Madame Fatoumata, vous pouvez ouvrir votre micro.
Bonjour à tous. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, d'accord. Moi, c'est bonjour à tous. Merci aux formateurs. Moi, c'est une doléance que je voulais soumettre parce que enfin, j'ai eu l'information concernant la formation ce matin qu'à 8h30. Bon. Donc, en tant que chef d'entreprise, j'avais déjà des rendez-vous, ce qui fait que j'ai pris la formation en cours. Ça fait, peut-être que j'ai suivi seulement que 30 minutes, et donc je n'ai pas bien compris tout ce qui a été dit auparavant. Bon, ce que je souhaiterais, c'est qu'on nous envoie des invitations au moins 48 heures à l'avance. Comme ça, on peut prendre des dispositions qu'il faut. Parce que 8h30, là, de 8h30 à 9h30, c'était tellement juste. Moi, j'étais déjà à un rendez-vous. Et puis, bon, j'ai appelé en quelque sorte le rendez-vous auquel j'étais pour pouvoir assister à la formation. Donc, le temps de me connecter et tout ça, j'ai perdu beaucoup de. Enfin, j'ai perdu la plupart des informations que je devais recevoir. Donc, c'est juste une doléance pour qu'on puisse prendre des dispositions. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Monsieur Ahmed Traoré, nous avons des questions dans le chat que je vais vous lire. D'abord, une première question de madame Nathalie Dablé qui dit « Nous sommes dans le commerce, en gros de fourniture de bureaux et informatique, fournisseurs des entreprises publiques et privées. Nous sommes 3 employés. Quels sont les postes indispensables? » Ensuite, nous avons Adizata Yoda qui demande pourquoi dans une SARL, on ne dit pas directeur général, mais gérant. Dans mes courriers administratifs, j'ai pour habitude d'écrire toujours directeur général. Merci. Merci beaucoup, Mme Yao. Je vais commencer par la deuxième question. Le CISCO-ADA, dans ses aspects juridiques, a défini plusieurs types d'entreprises ou de sociétés. Vous avez les sociétés unipersonnelles, vous avez les sociétés à responsabilité limitée, vous avez les sociétés à non collectif, vous avez les sociétés anonymes. Et donc, pour chaque type d'entreprise, statut juridique d'entreprise, il y a une forme d'organisation. Donc, si vous prenez le cas de SARL, par exemple, il n'y a pas de conseil d'administration. Mais dans le cas d'une SA, vous avez un conseil d'administration. Donc, les statuts juridiques tels que faits par le CISCO-ADA nous dit que dans le cas d'une SARL, on a un gérant. On n'a pas de conseil d'administration. Donc, on n'a pas de directeur général normalement. On n'a pas de PDG. On a un gérant. C'est ce qui est écrit dans les tests. Dans le cas d'une SA et autres, on parle de conseil d'administration, on parle de directeur général et autres. Donc, c'est défini comme ça de par la loi. Et donc, malheureusement, si vous avez une SARL, vous ne pouvez pas, même si vous mettez DG, c'est vraiment abusif parce que la terminologie exacte, c'est gérant. Donc, ça, c'est vraiment le CISCO-ADA qui le définit, du moins les aspects juridiques. Dans la première question, si vous êtes une petite PME de fourniture de bureau de 3 personnes, c'est toujours la même chose. Vous devez réfléchir fonction support, fonction métier. Parce que dans les fonctions métiers, ici, vous allez avoir quelqu'un qui est chargé du commercial. Donc, il va être capable d'aller chercher la clientèle, pouvoir dénicher des marchés et pour vous les ramener, surtout tout ce qui est appel d'offres au niveau des marchés publics. Donc, quelqu'un qui est chargé de faire tout ça. Mais vous avez besoin de quelqu'un qui fait tout du suivi administratif, dans la comptabilisation, le suivi des bons de commande, le suivi des règlements. C'est la même chose. Seulement ici, si vous n'êtes que 3, vous allez avoir peut-être que le gérant lui-même, il va être beaucoup plus orienté tout ce qui est commercial, donc recherche de marché, participation aux appels d'offres, tout ça, et puis avec une autre personne. Et puis vous allez avoir une dernière personne, la troisième personne va se charger essentiellement de tout ce qui est suivi pour pouvoir faire les bons. Quand on envoie un marché, il faut faire la soumission. Lorsqu'on a ça, il faut faire les factures d'acompte, il faut faire le bon de commande. En tout cas, support et métier. Moi, je vous conseille, dans le cas de vos PME, de réfléchir toujours au support métier.
Le titre n'est pas forcément celui qui est le plus important. Le plus important sont les fonctions. Donc, si vous n'êtes que 3, moi, je vous dirais 2 personnes qui vont être dédiées essentiellement au métier, donc tout ce qui est démarche et recherche clientèle, et puis une personne qui va faire du support, donc il va être tout ce qui est suivi des commandes, suivi des règlements, facturation et comptabilisation. Donc, ce sera la même chose que j'ai dit à, je pense à M. Benjamin. 2 grandes fonctions. Donc, vous pouvez dire, par exemple, si vous voulez vous êtes accroché forcément au titre, vous allez dire responsable commercial, donc tout ce qui est démarche commerciale, et puis responsable administration et finance, et tout ce qui est lié, ou est responsable support, on peut dire ça simplement comme ça, donc qui est lié à tout ce qui est suivi des bonnes commandes, suivi de la facturation, suivi des recouvrements. Et puis, le promoteur de votre PME, lui, il fait de la coordination, donc il fait à la fois du commercial et il fait également à la fois du support. Voilà un peu. D'accord, ok. On n'a plus de questions dans le chat. On n'a pas de main levée non plus. Et donc, je pense qu'on pourra Ah, on a une main levée. Doris, 2 mains levées d'ailleurs. OK, d'accord. On va donner la parole d'abord à Monsieur Doris Sion et après à Madame Nathalie Dablé. Doris Sion, vous avez la parole. Allô? Ah, Allô? allô, bonjour Madame. Bonjour. Oui, bonjour Madame. Excusez-moi, je vous ai pris de court, mais tout ce que j'ai entendu était vraiment très intéressant et valorisant pour la gestion de nos entreprises. Moi, en ce qui me concerne, j'ai un petit souci. Au niveau de la gestion prévisionnelle des emplois, je vais dire que j'ai fait un petit échec qui n'est pas forcément... qu'on ne peut pas m'écouter forcément, je vais dire. Parce que moi, j'ai recruté des stagiaires, par exemple, à l'agence emploi jeune, mais je n'arrive pas à les maintenir, pas parce qu'ils n'ont pas de prime, mais ils sont souvent appelés par d'autres entreprises. Donc, à ce niveau, j'ai un souci. Parce que moi, quand je les appelle, c'est en vue de les retenir. Je les mets en stage pour 1 année et en vue de les retenir. Mais c'est trouvé qu'à chaque fois, comme ils sont sur des plateformes, on leur fait appel pendant qu'ils sont en formation chez moi, je dirais. Donc, est-ce que c'est parce que je trouve la mauvaise formule? Qu'est-ce qui doit être fait pour que cet échec soit levé? Je vous remercie. Merci Madame. Monsieur Ahmed, vous voulez répondre maintenant ou on prend Oui, la question? si, je peux répondre maintenant. Vous savez, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Parce que les jeunes que vous avez en général, dans le profil emploi jeune, c'est les jeunes qui sont souvent demandeurs d'emploi, qui viennent de finir l'école. Et donc, si vous les prenez en stage pour 1 année et que quelqu'un leur propose un CDD par la suite, c'est sûr qu'ils vont vous lâcher pour aller vers là où il y a beaucoup plus de stabilité, ce qui est normal d'ailleurs. C'est un comportement tout à fait rationnel. Moi, ce que je vous recommanderais, si vous avez vraiment besoin de ces jeunes-là, parce que ça crée une instabilité dans votre PME, ce serait de faire l'effort d'avoir un processus de recrutement d'abord beaucoup plus strict pour avoir le candidat que vous voulez. Et si vous êtes sûr que c'est vraiment celui que vous voulez, proposez-lui un CDD directement. Parce que, le problème ici, c'est que si vous demandez à quelqu'un de choisir entre un CDD et un contrat de stage, il choisira toujours un CDD. Donc, si vous êtes convaincu, faites l'expérience, moi je pense. Si vous avez l'habitude de prendre peut-être 2 ou 3 stagiaires, mettez un en CDD, puis mettez 2 en contrat de stage. Vous allez voir entre les 3 qui est-ce qui va partir le plus vite. Vous allez voir que c'est ceux qui sont en contrat de stage qui s'en iront, mais celui qui est en CDD va rester un peu à votre niveau. Maintenant, au-delà de ça, ce que vous pouvez faire également, c'est que le fait d'avoir des rotations de stagiaires chez vous, ce n'est pas forcément mauvais. Parce que c'est vrai que vous contribuez à leur formation, mais également, ça vous permet d'avoir de la main-d'œuvre, on va dire, moins chère ou pas chère du tout pour votre organisation. Donc, continuez à recruter dans le profil emploi jeune, mais si vous identifiez des gens qui ont du potentiel, que vous pensez qu'ils sont vraiment des gens qu'il vous faut, il faut leur proposer une alternative beaucoup plus crédible, beaucoup plus solide. Ok, c'est bien noté. Je vous remercie.
D'accord, merci madame. On a une main levée de Nathalie Dablé. Madame, vous avez la parole. Allô? Allô? Allô, allô. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais savoir si, à la fin de cette formation, on pourrait avoir tous les supports par mail. Désolée, j'avais posé la question dans le chat, mais j'ai eu un problème de connexion, donc je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette question. D'accord, je pense que c'est possible. Monsieur Ngoran est là, il pourra nous le préciser, mais je pense que c'est possible. Vous pourrez avoir tous les supports par mail après. Oui, allô, oui, madame. Oui. Votre préoccupation sera prise en compte à la fin quand le docteur Traoré va finir. Je vais, avec l'aide de Mme Koné Patricia, on vous enverra à toute la base des participants. Donc, à ce sujet, il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas du tout. D'accord, je vous remercie infiniment. Oui, c'est bon. Merci. D'accord. On n'a plus de main levée. Donc, Monsieur Ngoran. Oui, Karine, c'est bon? Voilà, nous n'avons plus de main levée. Oui, on n'a plus de questions également dans le chat. D'accord, d'accord. D'accord, c'est bon. Donc, vraiment, d'abord, merci. Merci à toi, Karine. Docteur Traoré, merci pour votre très belle intervention. Merci également à tous les chefs d'entreprise présents qui sont en ligne. Je voudrais rappeler que l'Agence Côte d'Ivoire PME se tient véritablement à votre disposition pour vous apporter les renforcements des capacités ainsi que l'appui conseil nécessaire dans l'amélioration de vos pratiques d'affaires ainsi que dans l'accroissement de votre productivité. Et donc, dans ce sens, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, après l'intervention du docteur Traoré, il y aura des experts qui vont passer sur votre entreprise. Je pense qu'au plus tard, à la fin de ce mois, on va commencer cela pour vous accompagner à mettre en place un certain nombre d'éléments, surtout sur les fonctions que Dr Traoré et M. Paté Salvador sont en train de développer actuellement, d'où l'utilité, n'est-ce pas, de vraiment s'approprier cela afin que quand la mise en œuvre sera faite par des spécialistes, vous soyez vraiment beaucoup plus imprégnés afin de pouvoir faire une bonne implémentation de ces différents outils qu'ils vont vous proposer, ainsi que de ces différents supports également qu'ils vont mettre à votre disposition. Autre chose que je voulais quand même ajouter avant qu'on se laisse, c'est que M. Dr Traoré vient de faire son webinaire sur l'organisation standard d'une entreprise. Des liens vous ont été partagés. Je ne sais pas s'il y en a qui ne l'ont pas reçu, mais demain, mercredi 28 à 14h30 à 16h30, il y a le consultant sur les ressources, sur la gestion financière et comptable, M. Paté Savadogo, qui va vous entretenir sur le traitement comptable des principales transactions dans une entreprise. Donc, ça, c'est demain, de 14h30 à 16h. Les liens vous ont été déjà partagés. Donc, il suffira de cliquer sur le lien du jour, c'est-à-dire le lien du 28, donc demain à 14h30. Inscrivez-vous, appropriez-vous toutes ces différentes thématiques afin que la mise en œuvre dans vos entreprises se fasse de façon assez simple, se fasse de façon simple pour que vous puissiez vraiment en profiter, pour que ça puisse vraiment vous servir. Également, le lendemain, c'est-à-dire le jeudi 29, à 9h30, M. Savadogo revient encore avec un thème qui est l'analyse de la productivité de la main-d'œuvre. D'accord? Et c'est des thèmes assez importants parce que là également, la main-d'œuvre a un impact direct assez important sur la productivité, sur les performances de l'entreprise. Donc, nous, on vous exhorte à suivre tous ces webinaires qui seront présentés par le Dr Traoré et M. Savadogo afin que la mise en œuvre in situ soit facilitée. Donc, encore une fois, je vous dis vraiment merci. Merci pour votre participation. Au nom du directeur général, je voudrais vous remercier pour votre engagement. Le programme d'appui à la productivité a été mis en œuvre en fait, pour appuyer les PME ivoiriennes. Et c'est ce que nous essayons de faire au quotidien. Merci à vous et puis rendez-vous pris pour demain 14h30 avec M. Paté Savadogo
sur le thème que je viens de vous dire tout à l'heure. D'abord, demain mercredi, c'est le traitement comptable des principales transactions. Et puis à 14h30, et puis le lendemain, jeudi, à 9h30, c'est sur l'analyse de la productivité de la main-d'œuvre. Docteur Traoré, vraiment merci beaucoup. Je ne sais pas si j'avais un mot à dire avant que je ne conclue définitivement. Non, merci à l'Agence Côte d'Ivoire PME pour tous ces efforts-là en faveur des PME. Et puis, je me tiens disponible aussi. Vous avez mes contacts dans la présentation pour ceux qui voudraient avoir on va dire, un appui assez personnalisé avec le cabinet Kaizen Invest & Co. D'accord. Merci à la communication, Karine Yao. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci à tous les participants. Monsieur Wedge, merci à vous d'être présent. Et puis, bon, on va dire bonne semaine et puis à demain 14h30. Au revoir. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.